Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que j'ai besoin de parler de l'actualité qui vous concerne en France? Ah non mais Macron là, il fait mumuse. Il fait mumuse. Le nouveau Front populaire qui veut absolument ne pas laisser tomber la doctrine qu'ils sont arrivés premiers aux législatives, mais refusent d'admettre que leur légitimité, elle passe par une majorité absolue qu'ils n'ont pas. Division au sein de la NFP. On a vu Ruffin dans l'émission C'est dans l'air, qui finalement essaye de sauver un petit peu les meubles, mais on sent bien que le mec, il a perdu ses illusions. On sent bien qu'il essaie de se raccrocher à un espoir de peut-être constituer quelque chose de plus modéré, de plus sensé. Mais en réalité, le boulet, c'est Mélenchon et ses consorts. C'est-à-dire tout ce qui est Aubry, Panot, Caténaire, c'est-à-dire que ces gens-là n'inspirent pas confiance. Ces gens-là sont délirants. Ces gens-là sont dangereux. Et ils sont encore d'autant plus dangereux qu'ils sont suivis par d'autres gens. Alors vous avez la présidente de la CGT qui là nous a sorti un tweet en disant limite faudrait mettre l'Assemblée nationale ou les députés sous surveillance. Pardon ? Caténen qui nous dit oui, si on n'a pas le pouvoir, on marchera sur Matignon. Pardon ? En fait, ces gens sont tellement hargneux, ils veulent le pouvoir. Mais ils veulent le pouvoir à tout prix. Ils ont décidé que c'était eux qui étaient légitimes par une élection législative qui ne leur a pas donné une majorité absolue, mais ils s'en foutent. Ils veulent le pouvoir. Quitte même s'il faut foutre le bordel dans le pays, il faut bloquer le pays, ils auront le pouvoir. Alors évidemment, la situation elle est bloquée parce que Macron ne peut pas faire de nouvelles dissolutions pendant 2 ans. À moins qu'il démissionne. Et même je crois que normalement, même s'il démissionne et qu'il y a des élections présidentielles, le nouveau président ne pourra pas faire une dissolution de l'Assemblée nationale avant les 2 ans. 2 ans après la première dissolution. Si vous voulez, c'est une sorte de sécurité pour éviter de se retrouver comme on s'était retrouvé à l'époque avec la 4ème République. C'est-à-dire une instabilité à cause de petites alliances, de petits conflits, etc., qui faisaient que c'était compliqué. Et puis les alliances. Alors, les alliances de confort, les alliances d'apparat, les alliances de couloirs, de coulisses. On a eu le Rassemblement national qui nous a fait un petit coup de calgon en nous disant non, on ne fera pas de motion de censure contre le gouvernement de gauche du NFP. Puis finalement, Marine Le Pen, elle a rectifié le tir tout de suite. Elle a dit si, attendez, non, il y aura motion de censure si dans le gouvernement, il y a du LFI et de l'écolo. C'est-à-dire que là, le Rassemblement national ouvre quand même la porte au fait qu'on est d'accord d'un gouvernement de cohabitation socialiste, voire des communistes, pourquoi pas, mais surtout pas de LFI ni de écolo. Les LR, eux, ont déjà annoncé la couleur, ils veulent une motion de censure si c'est un gouvernement NFP. Les Ensemble, pareil, ça pinaille un peu. Mais comme c'est le parti présidentiel, ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Puisqu'on a des députés qui, à la limite, essayent de caresser dans le sens du poil NFP, et puis d'autres qui disent non, il ne faut pas jouer contre nature, il est hors de question d'avoir un gouvernement NFP. Parce que oui, Macron n'a pas d'obligation de nommer un Premier ministre d'une majorité de sièges de l'Assemblée nationale, qui n'a pas une majorité absolue. Alors si
il est démocrate, si c'est un président honnête, mature, par défaut, il le ferait. Mais c'est Emmanuel Macron, le monsieur du en même temps. Et d'ailleurs, qui aurait tout intérêt à ce que la France devienne ingérable, ingouvernable? Comme je vous dis, toujours, posez-vous la question, à qui profite le crime? Quels sont les intérêts de mettre la France par terre, à genoux? Et puis, le problème, c'est que la situation, évidemment, met en évidence des rageux, mais des rageux qui sont tellement rageux qu'ils finissent par péter les plombs. On a Edwige Plenel, Monsieur Mediapart, qui n'arrête pas de tweeter des trucs, mais à un moment donné, mais est-ce que vous vous rendez compte que là, vous êtes en train d'argumenter avec des éléments de langage, avec des positionnements d'une idéologie totalitaire, d'une idéologie d'extrême droite telle que vous la définissez? Et puis il y a le scandale que là ils font ils ont fait un état, je crois, ethnique. Je ne sais plus sur quoi. Enfin, ça soulève quand même des questions. Parce qu'on a déjà Rokhaya Diallo, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, qui a été ébloui par la délégation LFI, et voire même du nouveau Front Populaire. Il y a trop de blancs. C'est quand même... Non mais oui, non mais de toute façon... Là, vous avez une déliquescence totale, à tous les sens, à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, il y a une véritable crise politique en France qui met en évidence qu'il n'y a pas de parti politique qui défend les intérêts des Français, les intérêts du peuple français. C'est du partisanisme politique, de l'arrivisme, qui veulent le pouvoir, qui veulent les avantages, qui veulent être calife à la place du calife. Alors il y en a certains qui commencent à nous prendre un exemple avec l'Espagne. L'Espagne qui a un gouvernement socialiste, qui a augmenté le SMIC, qui a puni les riches en les taxant. Alors ils ont un taux de croissance évidemment qui est assez important, mais le problème c'est que leur endettement, même s'ils ont réussi à baisser l'augmentation de l'endettement, le problème c'est que personne n'ira vous dire comment les Espagnols ont fait pour avoir de tels résultats. Ben non, on ne le dira pas. Et puis, il y a un agacement. Clairement, il y a un agacement de l'Union européenne vis-à-vis de la France par rapport à son endettement. Il y a un agacement du FMI, il y a un agacement de la BCE. Parce que le problème, c'est que vous le savez, avant sa mort, Mitterrand avait fait quelques révélations, et une des révélations qu'il avait faites, c'était que nous étions en guerre. Mais pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre monétaire. Et que dans cette guerre monétaire, les Américains sont voraces. Les Américains ne feront pas de quartier. Parce qu'il est en jeu leur monnaie, qui est le dollar. Dollar qui est une des monnaies du panier international qui permet à tous les pays de commercer à l'international en payant avec une de ces 5 monnaies, qui je rappelle est le dollar, l'euro, le yuan, le yen et la livre sterling. Sauf qu'aujourd'hui, quelle est la monnaie du panier international qui, quelles que soient les circonstances, on sait que le pays ou l'organisme qui en détient le pouvoir fera tout pour le sauver, c'est évidemment le dollar. Aujourd'hui, la parité dollar-euro, elle aussi à quelques centimes près.
Alors que, je rappelle, on était quand même à une époque, pour 1 euro, c'était 1,30 $, 1,20 $, ça, vous voyez, ça... Alors que là, le dollar a quand même regagné depuis quelques mois sur l'euro, c'est... Voilà, c'est pas négligeable. D'un autre côté, les marchés ont pour fonction, à un moment donné, de faire en sorte d'avoir une sorte d'hégémonie, une sorte d'emprise sur les États, de telle manière à ce qu'ainsi ils peuvent faire jouer l'avantage de collaborateurs, d'acteurs économiques, surtout en ce qui concerne la France, qui possède un certain nombre de monopoles publics. La santé, la sécurité, l'éducation. Ce sont des secteurs où il existe des activités privées, mais elles sont très marginales, très peu développées en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette hégémonie publique, l'hégémonie du service public. Preuve en est, on le voit bien en France, ces gauchistes qui voudraient annuler l'agrément de CNews et de C8. Pareil, ces gens-là, tu leur dis, mais attendez, vous êtes en train de militer pour interdire des chaînes de télé sous prétexte parce qu'elles disent des choses qui ne vous plaisent pas. Sous prétexte que vous les considérez comme des chaînes idéologiques, propagandistes. Mais à la limite, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, dans ce cas-là, on revient à l'ORTF, télévision d'État. Pas de concurrence. Puis attention, CNews et C8, que je me souvienne bien, c'est le groupe Canal. Si demain vous flinguez CNews et C8, le groupe Canal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, il va flinguer les financements et les productions du cinéma français. Rappelons quand même que le groupe Canal est le premier investisseur dans le cinéma français. C'est beaucoup de productions françaises ne verraient pas le jour si Canal+ ne mettait pas la main à la pâte. Donc vous voyez l'incohérence que de ces gens qui aujourd'hui se proclament peut-être vertueux, défenseurs d'une idéologie, d'une certaine conception humaniste, droit de l'homiste, de gauche. Sauf qu'il y a un moment donné, vous dérapez. Et vous dérapez sévère. Le problème est donc cette crise majeure, comme je pense d'ailleurs la France, ou tout du moins la Ve République, n'en a pas connu. À tel point que cette crise ébranle la Ve République. Et l'un des dangers, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, certains Français viennent à se poser la question, se dire, pourquoi est-ce qu'un président n'a pas l'obligation de nommer un Premier ministre d'une majorité parlementaire ? Parce que la Ve République a établi le principe de la majorité absolue. Comment se fait-il qu'un président peut-il rester président lorsqu'il n'a pas cette majorité absolue ? C'est ce qui a été le cas avec Macron depuis 2022. Depuis 2022, son ensemble, ou je ne sais pas, comment on appelle ça, c'est Renaissance, je crois, non c'est ça ? En 2022, n'avait pas dégagé de majorité absolue. Donc il a été obligé de fonctionner avec des alliances. Là encore, le nouveau Front populaire, constitué de 4 partis, se prétend avoir gagné les élections législatives face au Rassemblement national, alors que le Rassemblement national a très clairement la majorité des sièges en tant que parti seul. Comment est-ce qu'un parti qui a tout seul plus de 120 sièges peut-il être relayé à la 3e place parce qu'en face, il a 2 alliances qui sont des alliances de confort, d'accommodation, où
mais qui idéologiquement, politiquement, ont beaucoup de divergences. Donc oui, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est d'autant plus le bordel que on a les JO qui arrivent, que Attal reste Premier ministre jusqu'au 18 juillet, et qu'évidemment, parce que ça les médias ne vous en parlent pas, il y a une pression de la part des marchés. Il y a une pression de la part du système financier. Parce que le système financier, tout comme l'Europe d'ailleurs, eux aussi, ils ne veulent pas d'un gouvernement avec des LFI. Parce que, ce qui est quand même incongru, c'est que les LFI qui vous promettent le SMIC à 1600 €, qui vous promettent d'abroger la loi retraite et de remettre à 62 ans, etc. Le problème, c'est que ce sont des gens qui ont, pour les élections européennes, vanté l'Europe, qu'il fallait changer l'Europe, mais ont hors de question de sortir de l'Europe. Mais qui, dans ce programme qu'ils ont mis en place pour les législatives, se mettent en porte-à-faux de la politique européenne. C'est-à-dire que si demain il y a un gouvernement avec du LFI, la Commission européenne va sans doute taper sur les doigts de la France, va sanctionner la France. Parce que la réforme de retraite fait partie des recommandations de l'Europe, de la réforme du pays. Et tout d'un coup, vous avez des gens d'extrême gauche qui viennent vous dire non, nous on va tout péter, on va tout casser. Le clientélisme. Et je vais terminer par cette vidéo que j'ai vue qui est hallucinante. C'est un imam qui fait un discours face à un parterre de gens qui ne sont pas des gens particulièrement musulmans. Ce sont, en réalité, on ressemble plus à des gens plutôt bobos, bourgeois, de gauche, bien pensants. Et ce qui est assez effrayant, c'est que, je vais vous expliquer ce qu'il dit, c'est qu'à un moment, personne ne réagit dans l'Assemblée. Une assemblée qui me semble quand même être une assemblée de gens un minimum cultivés. À un moment, l'imam dit « Les musulmans, ils ont toujours été là, les musulmans, ils étaient présents. Les musulmans, ils étaient là même à l'époque que la France n'était pas la France, qu'elle était encore la Gaule. » Hein? Et personne ne bronche. Attendez, on est bien d'accord que Mohammed, c'est 622 après Jésus-Christ. Donc, l'émergence de l'islam, c'est le 7e siècle. Au 5e siècle, la France, qui n'était pas encore la France, mais qui était un empire, qu'on appelait l'empire mérovingien, auquel suivra l'empire carolingien avec Charlemagne. Donc la Gaule n'existait déjà même plus. Le royaume de France est arrivé, en effet, peu de temps après l'arrivée de l'islam. Mais vous avez quand même un imam qui est en train de vous dire que les musulmans, ils ont une légitimité parce que ça fait depuis longtemps qu'ils sont là, même pendant la Gaule. Il n'y a pas un crétin dans l'Assemblée qui à un moment donné percute comment il peut y avoir des musulmans pendant la Gaule alors que les musulmans naissent en 622 et la Gaule a disparu lors de l'avènement de l'Empire mérovingien. Hein? Les Juifs, oui. Le Juif, lui, était là. Normal. Là, le Juif, il existe depuis bien longtemps avant Jésus-Christ. Donc, pendant la Rome antique, pendant l'Empire romain, on a même la preuve qu'il y a des synagogues antiques en territoire de France. Dans ma ville de Rouen, quand il y a eu des travaux dans le palais de justice, ils ont découvert
sous la cour d'honneur les restes, les fondations d'une synagogue qui date de l'époque romaine. Donc c'est bien la preuve que les Juifs étaient déjà là avant les musulmans, en France. Mais vous voyez, cet imam réécrit l'histoire. Il réinvente l'histoire pour tenir son propos que, regardez, nous musulmans, nous sommes peut-être plus français que les Français. Pardon ? Alors qu'il y ait des gens qui tiennent ce genre de propos, vous savez, comme aux États-Unis, quand vous savez qu'il y a des Américains qui sont persuadés que la Terre est plate, bon, oui, il y a un degré de connerie, si vous voulez, qui commence à poser des questions, à inquiéter, mais bon, ça reste très marginal. Mais le pire, c'est quand vous avez une assemblée de gens qui écoutent, et qui acquiescent, et qui sont d'accord, et qui par conséquent divulguent la parole sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, des fois vous tombez sur des gens même des fois qui vous agressent, mais qui sont incapables d'argumenter, qui sont incapables d'expliquer. Des neuneux, mais des neuneux qui sont persuadés d'avoir raison, qui sont persuadés d'être dans la juste voie, dans la vérité. Alors qu'en réalité, non. Et le pire, c'est que ces gens-là, quand à un moment donné, vous essayez gentiment, sans agressivité, d'être courtois, d'être poli, en leur expliquant qu'ils sont dans l'erreur, dès que vous commencez à développer et qu'ils se rendent compte que votre développement il tient la route et que eux, ils n'ont absolument rien à mettre en face, eh ben vous êtes raciste, vous êtes antisémite, vous êtes d'extrême droite, vous êtes un facho, vous êtes un néo-nazi. Et bien ces gens-là, c'est les mêmes que vous retrouvez dans les manifs d'ultra-gauche. C'est les mêmes que vous retrouvez dans les manifs cégétistes. C'est les mêmes que vous retrouvez dans les manifs antiracistes. C'est-à-dire des idiots utiles. Et quand je dis idiots utiles, le mot, le terme, a tout son sens. Parce que oui, ce sont des idiots. Mais c'est des idiots qui servent l'intérêt d'une manipulation de masse. Et le problème, c'est que LFI est sans doute le parti qui détient le plus de gens de cette espèce. Et on voudrait que ce soit ces gens-là qui soient aux affaires. C'est l'infantilisation. C'est l'infantilisation, c'est l'abrutissement du peuple. Vous savez, on fait souvent la comparaison avec le peuple américain, mais aujourd'hui aux États-Unis, ça fait 10 ans que j'y vis, j'y trouve des codes que je me suis dit, et c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place en France. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'enfermer le peuple français dans des idéologies simplifiées, basiques. On empêche la réflexion, on empêche le libre arbitre, on empêche la culture, mais la culture au sens large du terme, c'est-à-dire à la connaissance pour acquérir justement la capacité de réflexion, la capacité de critique, de remise en question. Et vous avez un électorat aujourd'hui en France qui est un électorat d'abrutis. Alors là, j'ai envie de dire presque que je rejoindrais Caron lorsqu'il dit oui, il y a des Français qui mériteraient de ne pas avoir le droit de vote. Là, j'ai envie de dire, il n'a pas totalement tort. Enfin, il a tort sur un principe démocratique. Le principe démocratique, c'est tout le monde a le droit de vote, même ceux qui sont les plus cons, même les abrutis. Et que du fait que ces abrutis et ces idiots, ils existent, vous aurez aussi des idéologies idiotes et excessives. Et vous trouverez, évidemment, quand vous voulez faire des reportages, des radios-trottoirs, des trucs comme ça, vous trouverez toujours des gens comme ça pour justement justifier et étayer votre argument d'accuser un parti politique, une idéologie d'être d'extrême
d'extrême droite, d'extrême gauche, d'être raciste, antisémite, etc. Alors que ces gens ne sont finalement pas représentatifs de la grande majorité. Mais là encore, c'est de la manipulation médiatique. Donc si vous n'avez pas l'éducation, si vous n'avez pas le recul, si vous n'avez pas l'esprit libre, si vous n'avez pas le libre arbitre, si vous n'avez pas cette notion de liberté de penser, eh bien vous êtes des feignants. C'est-à-dire des feignants intellectuels qui se contentent de prendre ce qu'on leur a mâché ou pré-mâché, idéologiquement parlant, et vous répétez comme des canards, ou des perroquets, pardon, ce que l'on vous a dit. Sauf que ce qu'on vous a dit, comme c'est déjà la base du pré-mâché, du simpliste, du basique, le jour où vous tombez sur quelqu'un qui vous demande « Excuse-moi, est-ce que tu peux développer un peu ta pensée ?» Et bien tout d'un coup, vous vous rendez compte que la personne est incapable de développer sa pensée. C'est une forme d'américanisation de la société française. Et je dirais même plus largement, une américanisation de l'Europe. Parce que si vous allez en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Espagne, au Portugal, vous aurez exactement les mêmes modèles, les mêmes gens, décérébrés, conditionnés, lavés du cerveau. L'intérêt d'avoir des gens comme ça, c'est que au bout d'un moment, vous leur dites voilà, on a décidé ça et ça sera comme ça et pas autrement. Et ils diront amen. Et dans ce cas-là, les mondialistes et les globalistes auront gagné. Ils auront gagné parce qu'ils auront réussi à concevoir, à reconstruire, c'est-à-dire à déconstruire nos sociétés européennes pour reconstruire des sociétés d'abrutis qui diront amen à tout. Et finalement, démocratiquement, comme on aura le consentement de la majorité des gens, eh bien, ils feront ce qu'ils veulent. Ils pourront développer des lois liberticides avec le consentement d'un peuple qui sera évidemment désinformé. D'où la raison pour laquelle, là oui, en effet, la période en France, elle est cruciale. Elle est cruciale pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une majorité de Français qui savent encore se servir de leur cerveau. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez une minorité d'idéologues politiques qui voudraient nous faire croire qu'ils représentent la majorité des Français, alors qu'en réalité, non. Et c'est ces mêmes gens qui aujourd'hui s'autoproclament être les seuls et uniques à devoir gouverner le pays. Donc quand on entend les discours, que ce soit au RN, chez les Républicains, chez les macronistes, par rapport au danger que peut représenter le nouveau Front populaire, du fait qu'il y a une hégémonie de l'extrême gauche insoumise sur le reste des partis politiques, de la coalition du Front populaire. Et vous verrez que si à terme Macron décide de nommer quelqu'un, un Premier ministre du Front populaire, je pense qu'il y a 99,9% de chances qu'il nomme un socialiste. Il nommera pas un LFI. C'est très clair. Mais vous verrez que les LFI, s'ils sont écartés du gouvernement, et que le gouvernement sera constitué essentiellement peut-être de socialistes, de communistes, bon, peut-être d'écolos, peut-être que le Rassemblement national et les Républicains mettront un petit peu d'eau dans leur vin à partir du moment où ils auront la garantie qu'à la tête du gouvernement, ce sera un socialiste et que un socialiste, pas un insoumis, et qu'il ne prendra aucun ministre insoumis. Et bien vous verrez que les insoumis n'accepteront pas parce que si leur langage à l'heure actuelle c'est parler Front populaire, en réalité, ils pensent LFI. C'est à LFI de prendre le pouvoir. On laissera peut-être quelques miettes aux socialistes, aux écolos, oui,
mais nous aurons les postes les plus importants. Nous aurons le pouvoir. Sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, si un Premier ministre ou un gouvernement possède des insoumis, c'est la motion de censure directe. Et en effet, pendant 3 ans, le pays sera ingérable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens qui commencent à vouloir essayer de menacer de bloquer le pays, menacer de faire des grèves générales, menacer de monter des manifestations vers des organes du pouvoir. En réalité, ces gens-là sont en train de montrer leur vrai visage. C'est-à-dire que ce ne sont pas des démocrates. Ils ne sont pas des républicains. Ce sont des enfants pourri gâtés qui veulent le pouvoir et qui veulent l'obtenir par la menace, par la peur, par la terreur. Et c'est ces gens-là que vous voulez à la tête du pays? Advienne que pourra. Je vais terminer avec évidemment Biden, vous l'avez vu, le sommet de l'OTAN, qui confond Zelensky avec Poutine. Ah, putain, il s'est rendu compte qu'il a dit une connerie, donc il s'est rattrapé vite fait, quoi. Mais non, quoi, ça passe pas. Ça passe pas, pour vous dire, même Pelosi, qui est une grosse ténor de chez les démocrates, qui ne soutient finalement pas Biden, mais qui soutient juste le fait de je soutiens ce qu'il décidera de faire. En gros, je me mouille pas. Je me mouille pas parce que ma position au sein des démocrates risque de dépendre de la balance vers laquelle va pencher le Parti démocrate et la réunion et la convention de la DNC au mois d'août. Sauf que, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant. Alors, on essaie de redorer un petit peu l'image de Kamala Harris, mais en vain. Je pense que le mois d'août va être intéressant pour le côté américain. Et puis, évidemment, vous avez remarqué que en France, les médias, la Palestine a disparu, l'Ukraine a disparu, et surtout, l'effondrement d'une trentaine de banques, comme ça, en Chine. C'est quand même un événement qui a son importance, surtout à l'échelle de la finance internationale. Le fait que vous ayez une trentaine de banques qui se soient pété la gueule en aussi court temps, je sais pas. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai une vidéo qui est prête sur... Il y a un d'entre vous qui avait laissé un commentaire sur ma vidéo sur la vie aux États-Unis, volume 2, sur la bouffe. Mais elle me plaît pas. Donc je vais certainement peut-être la refaire parce que je pense qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, voilà. Donc je vais certainement la refaire, mais ne vous inquiétez pas, la bouffe aux États-Unis va être une vidéo très prochainement sur cette chaîne. À très bientôt, portez-vous bien et puis surtout, bon courage.